Yep, salut à tous. Bon aujourd'hui c'est la rando, la grande rando. On est parti pour la vallée des merveilles. La vallée des merveilles où on va voir des rochers gravés. On ne sait pas trop de quand ces gravures datent. En fait il y en a un peu de toutes les époques, mais il y en a des très anciennes et très étranges, très mystérieuses. Donc on va vers un ancien sanctuaire situé quelque part dans ces montagnes. Donc là on en a pour 2 heures de marche avant d'arriver au refuge. Et après du refuge, on aura une autre grande balade entre 3 et 5 heures qu'on fera cet après-midi pour aller voir ces rochers gravés avec un guide en principe. Mais bon, voilà, l'organisation moyenne on va dire pour ce séjour, mais on va s'en sortir, on est sur le bon chemin. Pour l'instant il y a des panneaux et on va voir comment ça se passe au refuge là-haut. Bon on a failli se planter de route, mais on s'en est rendu compte. On a fait demi-tour, donc on n'a pas perdu beaucoup de temps. Mais il y avait un petit pont vert avec de la moquette dessus. Donc si vous allez au refuge des merveilles, n'empruntez pas ce petit pont vert. On a été attiré par lui. Mais c'était pas la bonne route. Il y a un panneau juste au-dessus qu'on avait loupé. Donc et autre indice, il y a un gîte là-bas avec 2 drapeaux, un drapeau français, un drapeau italien. Donc si vous passez du côté de la berge, sur la berge de ce refuge, c'est que vous n'êtes pas du bon côté. Et le voilà donc, ce refuge dont je vous parlais. Donc on est bien en face de ce refuge, pour aller au refuge des merveilles. Parce que en face, il y a un autre chemin pour un autre refuge. Les fontes Annabelle ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc pensez peut-être à télécharger des sortes de cartes sans réseau là, qu'on trouve. Parce que ici la 4G oubliée, ne comptez pas sur le fait d'avoir du réseau pour vous guider quoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive et je me fais encore avoir. Ah, il est chaud. Il y a le taureau qui va débouler, tu vas voir. Magnifique. Ah, c'est vraiment super. Troupeau de vaches, des rochers. Un arbre, c'est superbe. Des ruines là-bas. Ah, t'es tchoum. Et cet arbre avec des boules rouges là, on dirait l'arbre des druides aussi, non? Celui qui était planté dans le rocher là-bas, et là il y en a encore un, il est beau. On l'aura mérité notre petite bière en arrivant au refuge. La bière de récup. Parce que là, on n'est toujours pas au refuge. On avance. Là, on était sorti du chemin en voulant observer les vaches. On a quitté le chemin. On a traversé un bout de pampa, comme on dit. Et là, on a retrouvé le chemin, donc c'est cool. Mais voilà, donc allez,
S'il nous restait une petite heure, ce serait pas mal. Et un peu moins, ce serait bien. Tu vas y arriver ? Bon ben, ça continue. Ça grimpe, ça grimpe. Voilà, on a trouvé un point d'eau quand même, ça c'est cool. C'est cool. Après là, c'est magnifique. Je monte vite fait. Hein. C'est vraiment trop beau quoi. Voilà. Allez, on va continuer. Et on a vu un petit panneau là, ça y est. Alors il voulait pas nous couper les jambes et nous annoncer le temps qui restait pour arriver jusqu'au refuge. Mais là ça y est, vu qu'on peut plus faire demi-tour, hein, on a passé la moitié. Donc ils nous ont affiché l'heure et il nous reste 1h15 de marche. Donc là à mon avis on avait bien, voilà, on aura fait en tout presque 4 heures de marche je pense pour arriver au refuge. C'est quand même une belle rando. Hein. Bon, on s'attendait à arriver en voiture au refuge, raté quoi. Mais c'est pas plus mal, ça nous met dans l'ambiance. Et encore une fois, on est des gros vénards, parce qu'il fait super beau, donc on va pas se plaindre. Ah là, je vous jure, c'est dur. Hein. Là, c'est sûr, là, ça commence à piquer les jambes. Ça monte, ça monte. Puis il commence à faire bien chaud là. Hein. Et on est proche des midis. Il est midi d'ailleurs. Et là, ça cogne. Heureusement, il y a encore des arbres, des rochers, on est un peu à l'ombre. Mais ça pique les jambes. Hein. Venez surtout avec des chaussures de marche, des bouteilles d'eau, ça paraît débile mais ou basique. Mais puis si vous aimez pas marcher ou si vous n'avez pas du tout de conditions, moi je dis pas que j'ai une condition physique, hein, mais j'ai quand même un peu la forme. Mais c'est dur, hein. Oh punaise. Bon bah. On avance, hein, mais de moins en moins vite, hein. Faut le dire, hein. Donc là, vraiment, on n'avait aucune conscience de la rando qu'il y avait à faire. Hein. Ce matin au parking, on nous avait parlé de 2 heures. Là, on en est à presque 4 heures. Et si on a vu un petit panneau avec encore marqué 1 demi-heure. Hein. Donc on n'y est pas encore. Et en plus, on est sur le point de rater le départ de la visite des gravures. Donc on va arriver tout juste à mon avis. Hein. S'ils sont gentils, ils vont nous attendre. Mais regardez ça comme c'est beau quoi. Là, on est vraiment dans les montagnes, mais montagnes. Là, on va sortir des pins et tout ça quoi. On est vraiment sur les... C'est magnifique. Le petit cours d'eau, les petites cascades, l'eau de... Hein, on a ce bruit de la rivière aussi depuis tout à l'heure qui nous accompagne et ça c'est agréable. Hein. Ça c'est agréable. Ah là il y a un petit chalet, parasol. Juste derrière l'arbre là. Superbe.
on y est. C'est l'entrée de la vallée des merveilles. Ouais. On y est presque. Bon bah là ça y est, on est pas loin. Sur le point d'arriver. Encore toujours dans ce décor grandiose. Et puis là-bas, vous allez apercevoir peut-être un mur. C'est le mur de soutènement du barrage et donc du lac. Voilà là-bas face à vous. Donc là en fait on a juste ce petit chemin à prendre et on va tomber sur le lac. Voilà. On en voit le bout. Mais par contre les nuages arrivent quand même de plus en plus. Hein. On va voir cet après-midi si ça tient, mais voyez, c'est bien. Il y a même des nuages gris, voilà, qui arrivent. On en a passé quelques-uns, hein, des nuages. Hein. Là-bas, il y en a des gris aussi qui sont passés, sans faire de pluie. Bégo et là le lac et le refuge en bas. Voilà. Et là, de l'autre côté, voilà, montagne. Et les nuages, hein, surtout qui commencent à s'accumuler. Et d'après notre guide, donc on aura un petit orage d'ici la fin de l'après-midi. Et les gravures sont là dans cette vallée en face. Donc le mont Bégo ici. C'est un mont qu'on peut voir depuis Nice. Hein. Et la vallée des merveilles, c'est là, c'est dans le renfoncement entre ces trucs. Donc là, bon, on va faire le tour, on va aller là-bas. Il nous a dit qu'on n'allait pas. Nous, on a enchaîné en fait, hein, pour la petite histoire. Je vous disais pour la petite histoire, on a enchaîné, c'est-à-dire qu'on a fait on s'est fait toute la montée. Donc ça, on en a eu pour 4h30. Et là, on est arrivé. On allait commander notre petite bière et une bonne omelette lard reblochon. Mais en fait, non. Il y a un guide qui partait là tout de suite. Et c'était le dernier qui partait cet après-midi. Donc du coup, l'omelette sera pour plus tard, la bière aussi. Et on est parti pour
On a l'après-midi rando, quoi. Voilà. Donc on n'a pas le droit de filmer ni le guide, ni le groupe, ni rien. Même pour filmer et mettre en ligne, c'est pas autorisé. Donc on va faire attention avec les images. Mais voilà, on va pouvoir quand même photographier les gravures et voilà. Allez, c'est parti. Les fameuses gravures se situent au cœur d'une zone délimitée par plusieurs sommets montagneux. On y trouve des agrégats de roches ferriques comportant des cupules d'oxydation. C'est cette roche qui aurait la capacité d'attirer la foudre plus qu'ailleurs, et particulièrement sur le sommet le plus élevé de la région, le mont Bégo, et cela aurait pu être à l'origine de sa légende antique d'être une montagne sacrée dédiée aux dieux. Fait remarquable, le Grand Capelé, le mont Bégo et la cime du Diable forment un triangle isocèle avec en son centre le pic des Merveilles. C'est dans ce périmètre qu'on trouve la plupart des 37 000 gravures. Ces gravures sont très anciennes. Elles dateraient du Néolithique et auraient environ 6000 ans. On trouve aussi des gravures plus récentes, car la Vallée des Merveilles est aussi un livre d'histoire à ciel ouvert. Les chercheurs ont remarqué que les gravures semblent devenir plus évoluées et plus complexes dans leur signification au fur et à mesure que l'on remonte dans la vallée. Toutefois, on distingue des grandes familles de figures sur l'ensemble du site. Les têtes cornues, les plus courantes, représentent des bovidés domestiques, soit simples, soit sous forme d'attelage, mais sont reprises également dans des figures représentant une forme de culte ancestral. Des motifs planimétriques avec une zone pleine, rectangulaire ou circulaire, accolée à une zone vide ou remplie de points. Des motifs réticulés avec généralement des formes rectangulaires divisées en nombreux compartiments au quadrillage. Des figures représentant des outils comme les hallebardes, faucilles ou couteaux. Il existe aussi des motifs anthropomorphiques moins nombreux mais très intéressants à étudier. Enfin, certains motifs inclassables restent énigmatiques à déchiffrer. Comment étaient faites ces gravures? Avec des morceaux de quartz ou de silex par pression et rotation. Il fallait entre 10 et 15 minutes pour les réaliser. Corniformes, qui sont la figure la plus courante sur le site, représentent environ 15 000 gravures. On sait qu'il y avait à l'époque le culte d'un dieu taureau. Dans la mythologie grecque, Zeus, le dieu de l'orage, se transforme en taureau pour enlever Europe. Le dieu de l'orage est un taureau chez les Sumériens et la déesse mère une vache. Dans la mythologie nordique, Ymir-Jod, littéralement celui qui dévaste le ciel, est le taureau le plus grand dans le troupeau du géant Ymir. Thor, le puissant dieu scandinave du tonnerre et de la foudre qui lui arrache la tête. Le dieu taureau est souvent associé à l'orage car son rugissement rappelle le bruit du tonnerre. On trouve également, sur le site des merveilles, des symboles plus arrondis rappelant la féminité. Ici, on semble reconnaître un rapport de 30 mètres de long sur 6 mètres de large qui rappelle des vestiges d'habitation retrouvés dans des fouilles archéologiques en France. La Vallée des Merveilles est aussi un immense livre ouvert où se superposent des gravures de toutes les époques. Ici, Mauro Battista di Borni, un berger de Tende qui a beaucoup gravé dans les années 1930. Voici d'autres gravures composées de plusieurs cornues, de poignards, qui indiquent la direction d'où vient l'eau. Ces rectangles en quadrillage représenteraient des champs de culture. Il y a aussi 7 cercles caractéristiques qui pourraient représenter les 7 lacs du site des merveilles ou les 7 jours de la semaine. Une archéologue a dit aussi que cela pouvait représenter les Pléiades, un groupe de 7 étoiles visibles à l'œil nu. Lorsque les Pléiades apparaissent dans le ciel, cela déclenche les moissons.
À l'époque, le soleil se levait dans la constellation du Taureau. Vers -2000, il a commencé à se lever dans la constellation du Bélier. Puis, environ depuis l'an 0 de notre ère, il se lève dans la constellation du Poisson, débutant l'ère chrétienne. Actuellement, nous sommes en phase de transition vers l'ère du Verseau. Ici, on semble distinguer un sexe masculin dans un sexe féminin. Puis ici, ce qui pourrait être les prémices de l'écriture. Cette symbolique dans d'autres pays, comme Alpou, le taureau chez les Cananéens, ou encore Apis, le dieu taureau des Égyptiens associé à Osiris. Et cela deviendra en retournant le symbole de la lettre alpha. Le taureau, symbole de force, d'énergie et de vigueur, a donné naissance à la lettre A. Ici, on distingue une sorte d'attelage avec un joug et une forme de herse. Un peu plus bas, c'est un poignard. Ici, c'est un faux. Cette figure de lance-pierre date d'une trentaine d'années. Juste à côté, une gravure de cornu d'origine date d'environ 3000 ans. Selon les croyances antiques locales, sur le mont Bégo, la montagne sacrée, vivait le couple divin originel. Le dieu taureau perce les nuages, le ciel, et l'eau qui coule fertilise la terre, qui est la déesse mère. Un corniforme vers le haut symbolise le ciel, la force masculine du taureau, et vers le bas, il symbolise la terre, la déesse mère. Ici, on a une gravure assez symbolique, avec cette hallebarde qui pourrait être le symbole du sacrifice, et un cornu avec des cornes en zigzag qui symboliseraient les éclairs. On pense qu'ils utilisaient le cheminement de l'eau pour graver, comme s'ils voulaient détourner l'eau de son chemin pour en retirer une bénédiction symbolique. La gravure servirait à attirer l'eau pour les cultures. Au solstice d'été, lorsqu'on met de l'eau dans ce tubercule, il éblouit. Le symbole au-dessus pourrait représenter le soleil. Ici, la dalle est appelée dalle aux réticulés, qui sont des zones géométriques quadrillées. On en retrouve de nombreux spécimens, dont certains assez grands au milieu de quelques cornus, plus situés sur la droite de la dalle. Un poignard indique le lever du soleil au solstice d'été, et l'autre à l'équinoxe d'automne. Du côté gauche de la dalle, ces réticulés symboliseraient la terre, les terres de culture, symbole féminin, et du côté droit, les cornus, le dieu masculin. Ça reste une interprétation. Mais les réticulés peuvent représenter aussi une forme de calcul mathématique, un calendrier, ou un système de table de calcul, de nombre de bêtes de troupeaux. Ici, cela pourrait représenter le symbole primordial du dieu taureau et de la déesse terre. On a ici une hallebarde qui semble tournoyer dans le ciel avec des petits pointillés au-dessus. Un cornu changé en poignard devient une sorte de trident. Le trident, le symbole de l'orage dans l'Antiquité. Un cornu en zigzag faisait la liaison entre le ciel et la terre. Il semble percer un nuage pour que la terre soit inondée. Il y a du côté gauche de cette dalle une magnifique hallebarde. On trouve ici des symboles purement chrétiens. Il y avait un commerce de sel avec un péage à Tende, et les commerçants, pour éviter le péage, passaient par ici. Le clergé avait donc tout intérêt à diaboliser le lieu, symbole d'un culte païen. Il donna à divers lieux alentour des noms inquiétants, comme le Vallon de l'Enfer, ou la Valmasque, vallée de la sorcière locale Masca, ou encore la Sienne du Diable. On découvre sur le site beaucoup d'inscriptions religieuses avec des croix au milieu des cornus. Cette paroi vitrifiée, lissée par des glaciers, on trouve au milieu de nombreuses inscriptions depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'au XIXe siècle. On y voit des bateaux et des inscriptions faites par de nombreux militaires, bergers, prêtres ou même bandits. On trouve en bas de la paroi 2 poignards du néolithique. Ils sont situés très en bas de la paroi, comme si une coulée de boue avait recouvert des gravures. Il faudrait creuser plus profond
pour savoir si l'on peut retrouver encore d'autres gravures. Cette gravure originale montre le soleil ou une étoile à 9 rayons. Pour parfaire notre connaissance des gravures que nous n'avons pas eu le temps d'examiner, car situées plus en hauteur, dans la vallée des merveilles, nous terminons notre intrigante exploration au musée avec 3 figures anthropomorphes caractéristiques du mystère de la vallée des merveilles. Cette gravure, appelée le Grand Sorcier, se trouve sur une paroi en hauteur à l'ouest du mont Bégaud, à 2300 mètres d'altitude. À la différence des autres gravures présentes sur le site, cette gravure ne sera sculptée qu'une seule fois. Elle semble représenter un chef de cérémonie levant les mains au ciel avec 2 poignards dans ses mains dans un étrange rituel. On trouve aussi cette énigmatique tête en forme d'ampoule. Certains ont cru y voir le Christ et lui ont donné ce nom. La stèle du chef de tribu est l'une des pièces maîtresses des gravures de la vallée des merveilles. Celle-ci était menacée par des dégradations. Pour la sauvegarder, la stèle avait été déplacée de son emplacement originel malgré l'opposition de la population locale. Elle est aujourd'hui conservée dans le musée des merveilles à Tende. Une parfaite réplique de la stèle l'a remplacée. Elle est installée exactement à la même place que l'original. Ce chef de tribu semble porter un vêtement représentant un corps nu et un poignard est dirigé vers sa tête. À côté, on distingue un autre personnage avec les mains levées et un réticulé. Les chercheurs ont tenté de classer et référencer l'intégralité des pétroglyphes présents sur le site. L'essentiel a pu être décrypté, des questions subsistent. Pourquoi, dans ce lieu spécifique, les hommes avaient un jour éprouvé le besoin de transmettre ces signes pour les générations futures en les gravant dans la roche? Il faudrait évoquer la piste avancée par certains chercheurs. Ces sorciers, décrits par les gravures, seraient en fait des chamans qui auraient vu dans le décor de cette montagne un endroit idéal pour leur cérémonie. On peut imaginer une caste de prêtres séparés du peuple et résidant plus en hauteur de la montagne, alors que le peuple se situait en contrebas. Le décor est posé. Des forces telluriques et naturelles puissantes, des rochers couleur ocre, couleur du sang, et pourquoi pas quelques herbes aux propriétés hallucinogènes ou des champignons magiques. 3 stades ont été énoncés par des expériences psychiatriques pour décrire la transe chamanique, et les gravures de la vallée des merveilles pourraient tout à fait correspondre à cette évolution de forme au fur et à mesure de l'expérience et au fur et à mesure que l'on monte dans la vallée. Le premier stade, purement symbolique, présenterait des visions simples de cercles, de quadrillages, de zigzags, de formes géométriques. Le deuxième stade est associé à des visions d'animaux, ici les corniformes, parfois des corps anthropomorphiques avec des corps d'hommes et des têtes d'animaux. Et enfin le stade 3, qui peut correspondre aux gravures majeures comme le grand sorcier, le chef de tribu ou encore la déesse acéphale, qui représentent des figures humaines ou divinisées. Bon bah c'est toujours très nuageux, mais on est passé vraiment à travers les gouttes et on a eu vraiment beaucoup de chance. Régalade, petite marche avec le groupe, là en bas on a une tourbière, donc c'est-à-dire que le lac était ici avant et puis maintenant non. Donc c'est la fin du lac, voilà, sa fin. Ça aide à dater aussi, hein. Ils arrivent à dater, fouiller ces tourbières. Et là c'est grandiose, hein. Bon ben voilà, on a passé la nuit à la vallée des merveilles, au refuge de la vallée des merveilles. Et puis là voilà, ce matin on se lève et on est allé voir le lac là juste au-dessus.
Et puis maintenant, on va entamer la descente en fait. On va pas se lancer dans une autre randonnée aujourd'hui. On va juste faire les 3 heures de descente qui vont nous ramener à la voiture. Et après de là, on ira voir le musée des merveilles. Et donc là, on nous a dit que c'était un très beau musée, donc on préfère aller voir ça que de se lancer dans une randonnée de plusieurs heures pour aller voir d'autres peintures, d'autres gravures. Voilà. Donc on reviendra, c'est sûr, parce que il y a d'autres choses à faire. Monter jusqu'en haut du Mont des Merveilles pour aller voir les plus grosses peintures, parce que les plus grosses gravures, parce que les plus grosses gravures se trouvent au sommet. Mais il fallait prendre une visite de 8 heures avec un guide, et donc on reviendra avec un groupe un peu plus important. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion de se donner rendez-vous avec d'autres amateurs pour faire un petit groupe de 10-12 et venir prendre un guide juste pour nous et escalader pour voir les plus belles peintures. Voilà. Bon, ceci dit, on va, comme j'ai dit, entamer la descente et puis on vous passera des images du musée tout à l'heure. Allez, salut!